Il a inventé l'ordinateur avant même qu'il existe, il a brisé le code le plus secret de l'histoire et raccourci la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années, et pourtant son pays l'a condamné, brisé puis poussé à la mort avant de lui demander pardon un demi-siècle trop tard. Voici l'histoire d'un génie discret et tragique, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, Alan Turing. Alan Turing naît à Londres en 1912. Très tôt, c'est un enfant solitaire, fasciné par les nombres, les énigmes et les machines. À l'école, on lui reproche de ne s'intéresser qu'aux sciences, mais son don est immense. Il entre à l'université de Cambridge, au prestigieux King's College, où son talent éclate enfin au grand jour. À peine ses études terminées, à seulement 22 ans, il va poser sur le papier l'une des idées les plus puissantes de tout le siècle. En 1936, Turing publie un article qui va tout changer. Pour répondre à une question abstraite de logique, il imagine une machine théorique qui n'existe que dans sa tête, un ruban infini sur lequel on lit, on écrit et on efface des symboles en suivant une liste d'instructions. Cette machine imaginaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la machine de Turing. Et sans le savoir, le jeune homme vient de définir mathématiquement ce qu'est un calcul. Mais Turing va plus loin encore. Il imagine une machine spéciale capable d'imiter n'importe quelle autre machine, simplement en changeant les instructions qu'on lui donne. Une seule machine pour tout faire, c'est la machine universelle. Cette idée, c'est très exactement le principe de l'ordinateur moderne. Une seule et même boîte qui calcule, écrit, dessine ou joue de la musique selon le programme qu'on y place. En 1936, l'ordinateur n'existe pas. Turing, lui, vient de l'inventer dans sa tête. Puis la guerre éclate. En 1939, le Royaume-Uni affronte l'Allemagne nazie et a un besoin vital de percer ses communications secrètes. Turing rejoint alors un lieu tenu secret, Bletchley Park, un manoir au cœur de l'Angleterre, où se rassemblent les meilleurs cerveaux du pays. Leur mission, dans le plus grand secret, casser l'impossible. Ici, les mathématiques vont devenir une arme de guerre. L'ennemi à abattre porte un nom, Onigma. C'est une machine à coder allemande qui ressemble à une machine à écrire. Chaque lettre tapée est remplacée par une autre, selon des rotors qui tournent à chaque frappe. Et le réglage change tous les jours. Le nombre de combinaisons possibles dépasse l'entendement, des milliards de milliards. Pour les Allemands, Onigma est tout simplement incassable. C'est ce défi que Turing décide de relever. Pour vaincre une machine, Turing en conçoit une autre. On l'appelle la bombe. Ce n'est pas un explosif, mais une immense armoire remplie de rouages et de tambours rotatifs, qui teste à toute vitesse des milliers de réglages possibles d'Enigma pour éliminer ceux qui sont impossibles et débusquer le bon. La logique de Turing y est faite acier et électricité. Là où un humain mettrait des années, la bombe travaille en quelques heures. Voici un plan d'époque d'un panneau de la bombe dessiné en 1940. Derrière ces cercles et ces lignes se cache une mécanique d'une précision folle. Des dizaines de tambours tournent en même temps, reproduisant le travail de dizaines de machines Enigma à la fois. Chaque jour, les opératrices remontent les réglages, lancent la machine et attendent qu'elle s'arrête, signalant une piste. Patiemment, Bletchley Park apprend à lire dans les pensées de l'ennemi. Et le miracle se produit grâce à la bombe et au génie de toute l'équipe. Les messages allemands, jusque-là indéchiffrables, se mettent à parler. Les Alliés lisent désormais, presque en temps réel, les ordres de l'ennemi, les positions des sous-marins, les plans d'attaque, les convois. C'est un avantage immense, gardé absolument secret pendant toute la guerre, pour que l'ennemi ne se doute jamais que son code est tombé. L'impact de ce travail est colossal. Les historiens estiment que le décryptage de Bletchley Park a raccourci la guerre d'environ 2 ans. 2 années de combat en moins, c'est sans doute des millions de vies épargnées. Pourtant, à l'époque, personne ne sait rien. Le secret est si bien gardé que Turing et ses collègues ne pourront jamais être remerciés publiquement. Les véritables héros de cette victoire resteront, pendant des décennies, parfaitement invisibles. Bletchley Park n'a pas seulement gagné une guerre, il a vu naître l'informatique. Pour casser un autre code allemand encore plus complexe, les ingénieurs y construisent Colossus, considéré comme l'un des tout premiers ordinateurs électroniques de l'histoire. Les idées que Turing avait imaginées sur le papier 10 ans plus tôt commencent à prendre corps, dans des salles entières remplies de lampes et de câbles. La machine théorique devient une machine réelle. Après la guerre, Turing poursuit son rêve. Il participe à la conception des tout premiers vrais ordinateurs. À programme enregistré, ces machines capables de garder en mémoire leurs propres instructions, exactement comme il l'avait prédit. À Manchester, il aide à donner vie à l'une des premières d'entre elles. L'ordinateur n'est plus une idée de mathématicien, c'est une machine qui ronronne et qui ne cessera plus, désormais, de transformer le monde. En 1950, Turing pose une question vertigineuse, très en avance sur son temps. Une machine peut-elle penser? Pour y répondre, il invente un jeu resté célèbre sous le nom de test de Turing.
Le principe est simple. Si, en discutant à l'aveugle avec une machine, un humain est incapable de dire si son interlocuteur est une personne ou un programme, alors on peut considérer que la machine, d'une certaine façon, pense. 70 ans plus tard, à l'ère de l'intelligence artificielle, cette question est plus brûlante que jamais. L'esprit de Turing ne s'arrête jamais. Vers la fin de sa vie, il se passionne pour une toute autre question. Comment la nature fabrique-t-elle ses motifs? Les taches du léopard, les rayures du tigre, les pétales d'une fleur. Il imagine que de simples règles chimiques, en se diffusant, suffisent à faire naître ses dessins. Cette théorie, longtemps ignorée, est aujourd'hui confirmée et célébrée. Du calcul à la biologie, Turing aura ouvert des portes partout où il passait. Et puis vient le drame. En 1952, Alan Turing est arrêté. Son crime, aux yeux de la loi de l'époque, être homosexuel, ce qui est alors interdit au Royaume-Uni. Le héros secret de la guerre est traîné devant un tribunal et condamné. Pour éviter la prison, on lui impose un traitement hormonal brutal, une forme de castration chimique. Du jour au lendemain, l'homme qui avait sauvé son pays en devient un paria. Brisé, humilié, surveillé, Turing s'éteint le 7 juin 1954. Il n'a que 41 ans. On le retrouve sans vie, empoisonné au cyanure à côté d'une pomme entamée. La thèse du suicide est retenue, même si le doute demeure. Le plus grand mathématicien de sa génération meurt seul, dans le déshonneur, ses exploits encore couverts par le secret militaire. Le monde ne sait pas encore ce qu'il vient de perdre. Il faudra attendre des décennies pour que justice lui soit rendue. Quand le secret de Bletchley Park est enfin levé, le monde découvre l'ampleur de son génie. En 2009, le gouvernement britannique présente des excuses officielles pour la façon dont il a été traité. Et en 2013, la reine Elisabeth II lui accorde la grâce royale. Une loi portera même son nom pour réhabiliter des milliers d'autres hommes condamnés comme lui. Le pardon est arrivé, mais près de 60 ans trop tard. Aujourd'hui, Alan Turing est un héros. Son visage figure sur le billet de 50 livres britanniques. Des statues, des bâtiments, des prix scientifiques portent son nom partout dans le monde. Chaque fois que vous allumez un ordinateur ou un téléphone, vous utilisez une idée née dans son esprit. Il a tout donné à un monde qu'il a rejeté et qui ne l'a compris que bien après sa mort. Souvenons-nous de l'homme qui pensait en machine et qui a inventé notre avenir. À très bientôt.